Mon métier, c'est la transition climatique et c'est plutôt enfin, vaste sujet et sujet qui implique aussi beaucoup le citoyen. Par rapport à d'autres sujets, le climat, c'est un sujet qui a deux particularités. D'une part, c'est un petit peu la mère de toutes les batailles, hein. Si on perd là-dessus, on perd sur la précarité, on perd sur les inégalités, on perd sur l'intégration, on perd sur tout le reste. Et d'autre part, c'est aussi un sujet qui nous touche directement, tous à la fois dans les effets et dans les causes. Il y a tous un certain degré de responsabilité lié à nos émissions de gaz à effet de serre, notamment via la consommation, les transports, le chauffage, etc. Et on sera tous concernés puisque c'est un phénomène global dont les effets vont se faire sentir à peu près partout. Du coup, par rapport à d'autres sujets d'engagement où on peut déléguer en quelque sorte la résolution du problème sur le climat, c'est pas possible. On peut bien sûr adhérer à des associations, signer des pétitions, mais l'action, elle se fait aussi chez nous. Et ça aboutit à une forme d'engagement qui est peut-être un petit peu différente, un petit peu plus locale, un petit peu plus personnelle que sur d'autres sujets. Et la difficulté qu'on constate sur ce sujet-là, c'est que finalement, les solutions sont relativement connues, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Voilà. Il y a des choses très simples qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas, depuis manger moins de viande jusqu'à modifier la façon dont on se déplace. Des choses qui a priori sont simples à faire en œuvre, qui auraient un impact très fort. On sait quantifier cet impact, mais on ne le fait pas. On hérite de cadres d'engagement citoyen sur ce sujet-là, qui sont des cadres d'engagement sur d'autres problématiques. Et autant, si vous pensez à des causes humanitaires, vous passez forcément par un intermédiaire organisation. Vous n'avez pas vous-même de moyens de modifier la situation sur laquelle vous voulez agir. C'est le politique qui peut faire quelque chose, c'est des organisations qui peuvent agir sur le terrain. Vous n'avez pas accès d'un point de vue logistique, tout simplement, c'est pas possible. Et du coup, ça a un sens de s'engager par la pétition, de s'engager par la manifestation pour faire pression sur le politique, de s'engager par le don pour permettre à des organisations d'agir. Sur le climat, il y a ces volets-là, mais il y a aussi l'action à l'échelle personnelle et qui ne nécessite pas forcément d'avoir recours à une organisation extérieure. Donc à ce niveau-là, il y a un questionnement peut-être assez profond sur vis-à-vis des ONG, qui est puisque ce sujet central dans les défis qui nous attendent se résout en partie au moins à l'échelle individuelle, quel est notre rôle maintenant? Est-ce qu'on a encore une légitimité? Et comment on intervient alors que l'action se fait à l'échelle individuelle et qu'on ne souhaite pas a priori être dans une position moralisatrice à dire voilà, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez comme ça. Et le mouvement des Gilets jaunes, il a peut-être en partie cette dimension. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui, même s'il a beaucoup évolué, qui est parti un petit peu dans tous les sens, né du rejet de la taxe carbone, né du rejet de la hausse de la fiscalité sur les carburants. Et à ce message-là, de dire bon, arrêtez de nous dire ce qu'il faut faire. Nous, on a un mode de vie qui est comme ça. Sans être forcément, sans remettre en cause forcément la légitimité de l'objectif de lutte contre le changement climatique, on ne peut pas ou on ne souhaite pas modifier nos habitudes. Et c'est assez... du coup, on se rend compte que cet outil dont on pensait qui est assez largement dans la communauté climatique, que ça serait l'outil miracle, la taxe carbone, ne fonctionne pas parce qu'au niveau du récepteur, il produit une réaction qui est contraire il y a une réaction très forte qui empêche en réalité de le mettre en œuvre. Je vais peut-être passer à un autre sujet complètement différent pour reprendre le côté historique, 1968-2018. Alors sur la lutte contre le changement climatique, on n'a pas une antériorité aussi grande, parce que c'est un sujet qui émerge, même si d'un point de vue scientifique, il est bien connu depuis au moins les années 50, c'est un sujet qui émerge progressivement avec plein d'autres sujets environnementaux plutôt dans les années 60-70, et qui devient réellement, qui gagne en poids et en portée dans les années 90.
Mais on a quand même un temps assez long, puisque on peut faire remonter la mobilisation au moins à 1988, donc ça fait aussi un anniversaire, c'est un peu moins ancien, mais ça fait aussi un anniversaire. En 1988, on a une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui déclare que la protection du climat est une cause commune de l'humanité. Et c'est cette résolution qui lance le processus annuel de conférence sur le climat qu'on connaît bien aujourd'hui. Et tout au long de ce processus, donc on en était à la 24e conférence sur le climat cette année, on voit en termes de mobilisation un changement de parties prenantes. C'est-à-dire qu'à l'origine, on a un processus qui est porté par les États. L'Assemblée générale des Nations Unies, c'est les représentants des États. Auparavant, même dans les années 70, c'était les États qui étaient acteurs. C'était notamment aux États-Unis les premières lois sur le climat. Dans les années 90, c'est encore les États qui, tous les ans, ont ce grand rendez-vous. Tous les ans, utilisent cette occasion pour aller secouer les médias, dire « Regardez, c'est important, il faut en parler ». Aller secouer les syndicats, les ONG, qui sont peut-être peu engagés sur le sujet. Aller secouer évidemment les entreprises qui étaient beaucoup en réaction. On voit aussi un changement progressif d'attitude. Et à partir des années 2000, notamment de 2001 et de la non-ratification du protocole de Kyoto par Bush Junior, les négociations au niveau des États s'enlisent et la présence de la société civile au sens large devient de plus en plus importante dans ces rendez-vous. Au point qu'aujourd'hui, dans une conférence sur le climat, en fait, vous avez physiquement deux parties. Vous avez ce qu'on appelle la zone bleue, qui est la zone ONU, avec un statut d'extraterritorialité, dans laquelle il y a les ministres, les négociateurs, tout ça. Et à côté, la zone rouge, qui est la zone, malgré son nom, plus ouverte, qui est une espèce de grande foire dans laquelle les ONG viennent présenter leurs projets, les entreprises viennent présenter leurs innovations, il y a des centaines de conférences, de discussions avec des universitaires, etc. Et ce volet-là, zone rouge, société civile, prend une importance croissante dans les années 2000, à partir, grosso modo, de la conférence de Durban et du moment où les États-Unis commencent à rejeter le processus de négociation internationale. Donc on a une montée en puissance des acteurs non étatiques, ONG et société civile au sens large. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation, ça a été très net à la COP21 qu'il y avait une montée de ces acteurs-là. Et maintenant, avec la sortie prévue des États-Unis de l'accord de Paris, on se retrouve à peu près dans la même situation qu'en 2001, avec des États qui se trouvent un petit peu bloqués, et une action qui est transférée à d'autres échelons, à des acteurs privés ou des acteurs publics non étatiques, notamment les ONG, mais pas seulement. Mais le grand absent reste encore le citoyen, le consommateur, qui pourtant a un rôle clé à jouer.